Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu plus culture générale que d'habitude où je vous propose d'explorer ensemble le principe du protocole HTTP et de ses différentes itérations. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure compréhension de comment sont échangées les données dans le cadre des sites web et l'impact que ça peut avoir sur notre manière de structurer justement nos sites. Et pour commencer, on va découvrir la première itération, l'HTTP1. Donc le principe du protocole HTTP1, c'est que c'est un protocole qui se base sur l'échange de données TCP et qui va échanger les données sous forme de texte. Alors là, il faut que je fasse une petite aparté sur ce qu'est le TCP. Donc TCP, c'est un protocole qui permet d'expliquer comment on va échanger des données entre un client et un serveur. Dans notre cas, le client, c'est le navigateur ou l'ordinateur de l'utilisateur et le serveur, c'est ce que l'on a en ligne. Donc pour échanger ces données, le système du TCP, c'est qu'il va se baser sur un système de connexion. D'abord, on va avoir un système de poignée de main qui va se passer en 3 temps entre le client et le serveur pour qu'ils se mettent d'accord sur l'envoi et la réception de données. Une fois que cette poignée de main a été faite, le client va pouvoir envoyer des informations. À chaque information qui est envoyée par le client, le serveur va renvoyer une réponse en disant « j'ai bien reçu tes informations ». Et ce n'est qu'une fois que le client s'est assuré que les informations ont été reçues qu'il va pouvoir continuer à envoyer. Et cette communication, elle peut fonctionner évidemment dans les deux sens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les données sont envoyées de manière ordonnée et à chaque fois, on a une confirmation qu'elles ont bien été reçues. Et on ne peut pas envoyer des données tant que le serveur n'a pas confirmé qu'il les a bien reçues. Cette petite aparté en fait, revenons à notre HTTP1. Donc il se base sur ce principe de TCP et il va envoyer les données sous forme de texte séparés par des retours chariots. Donc d'abord, il va envoyer le client une première ligne qui va représenter la ressource qui est demandée. Dans cette première ligne, on aura la méthode, on aura le chemin vers la ressource qui est demandée et la version du protocole que l'on souhaite utiliser. Ensuite, on aura un retour chariot et on aura la partie en tête. Cette partie en tête, c'est toujours une clé suivie d'un 2 points suivie d'une valeur. Ces en-têtes peuvent varier en fonction des navigateurs par exemple et en fonction de qui fait la requête. Il n'y a pas forcément de règle particulière, si ce n'est qu'il y a certaines en-têtes qui sont reconnues. À la fin de ces en-têtes-là, on va avoir une ligne vide qui marque la fin des en-têtes. Et on peut avoir, ou non, ce n'est pas nécessaire, une partie donnée dans le cas où, par exemple, on a soumis un formulaire, on a des données qui sont envoyées au serveur, donc après cette partie en-tête, on peut avoir des données. Une fois que toutes ces informations sont reçues par le serveur, ça va être au tour du serveur de répondre. Et le serveur va répondre un petit peu de la même manière, sous forme de texte, avec des retours chariots. D'abord, il va répondre avec le numéro de version du protocole. Ensuite, il va répondre avec le statut. Donc ça permet d'indiquer, notamment au navigateur, est-ce que la réponse est correcte, est-ce que c'est une page qui n'a pas été trouvée, ce genre de choses. Et ensuite, on va avoir le verbe associé au statut. Suite à ça, on va avoir une partie en tête, un peu comme pour la partie requête, un saut de ligne vide, et après la partie données. Et là, la connexion est clôturée, notre ressource a bien été renvoyée à notre client, et du coup, c'est bon, la requête est terminée. Donc le navigateur, lui, ce qu'il va faire de son côté, c'est qu'il va interpréter l'HTML, l'afficher correctement, et s'il a besoin de nouvelles ressources, il va refaire de nouvelles connexions et redemander de nouvelles informations. Alors, histoire de vous donner un cas un petit peu plus concret, j'ai ici créé un petit serveur HTTP1, et ce serveur va débugger ce qu'il reçoit et ce qu'il envoie. Donc si je charge cette page-là, voilà ce que je reçois. Le petit point ici marque le début d'une connexion TCP. On voit ici qu'on a la méthode, ici on charge la page racine et le protocole. Et ça, ce sont les en-têtes qui sont renvoyées par mon navigateur. Ensuite, en vert, vous avez la réponse qui est renvoyée par mon serveur. Alors là, je vous ai caché les données, mais là, c'est la page HTML. Et on a une petite croix, ça veut dire qu'on ferme la connexion. Ensuite, le navigateur va faire une seconde requête pour récupérer le CSS et une autre requête, par exemple, pour récupérer la favicon ou ce genre de choses. Et à chaque fois, on a une nouvelle connexion qui est ouverte et qui est fermée à la fin de la ressource. Donc l'avantage de l'HTTP1, c'est que c'est un protocole qui est très simple. Mais il a aussi un inconvénient qui est assez important, et vous le voyez ici, c'est qu'à chaque fois que l'on a une ressource, à chaque fois que l'on a un fichier, on ouvre une nouvelle connexion TCP. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il faut faire la petite poignée de main, à chaque fois, il faut renvoyer les en-têtes, qui sont relativement similaires entre les requêtes d'ailleurs, et ensuite attendre la réponse pour passer à l'étape suivante. On notera aussi que les navigateurs ont la possibilité de limiter le nombre de connexions en simultané. Je crois que la règle en général c'est 6 connexions. Donc si par exemple votre page elle charge 12 fichiers, on ne pourra pas charger les 12 fichiers en parallèle. Le navigateur va ouvrir 6 connexions, il va demander les 6 premiers fichiers, attendre que un de ces fichiers soit reçu pour qu'une connexion soit fermée pour pouvoir en renvoyer une autre pour recevoir de nouveaux fichiers.
D'ailleurs, il est intéressant de noter que cette limitation à 6 connexions, elle est limitée par origine, elle est limitée par nom de domaine. C'est pour ça que souvent, les gens utilisent des CDN ou ce genre de choses, parce que ça permet de multiplier le nombre de connexions simultanées qu'il est possible de faire. On peut avoir 6 connexions sur un domaine et 6 connexions sur un autre. Mais là, on le comprend, l'HTTP1, il était très adapté à une époque où on avait des pages qui étaient très simples, où on avait assez peu de ressources associées. Maintenant, dans une page web, il est assez rare d'avoir que une ou deux ressources. On a plein de fichiers JavaScript, plein d'images, et donc l'HTTP1 n'est pas forcément ultra adapté. Et c'est pour ça que l'HTTP2 est né. Et l'HTTP2 marque un changement assez important par rapport à l'HTTP1. On garde toujours le principe du protocole TCP comme base, mais par contre, on va décider un truc assez important, c'est qu'on va faire du multiplexing. Concrètement, on va utiliser une seule connexion, contrairement à l'HTTP1, pour échanger plusieurs ressources. Donc plusieurs fichiers vont pouvoir être échangés au sein d'une seule et unique connexion. Ce qui permet d'éviter à chaque fois d'avoir ce système de poignée de main qui ralentit les opérations. Autre particularité, les entêtes vont être compressées avec un système qui s'appelle le hashpack. Et l'avantage, c'est que si on a des entêtes qui sont récurrentes, ça évite que ça prenne de la place. Donc ça va optimiser aussi l'échange de données avec des fichiers qui sont répétés. Donc pour apporter ces avantages, le principal changement déjà, c'est que les données ne vont plus être échangées directement sous forme d'octets qui représentent du texte, mais ça va être vraiment des échanges binaires. C'est-à-dire que le serveur va devoir lire des groupes d'octets. Les 24 premiers octets que l'on va recevoir vont être ce que l'on appelle une préface. C'est toujours les mêmes et ça permet de confirmer que ce que l'on va recevoir après, ça va être de l'HTTP2. Après ces 24 octets, on va recevoir des frames qui sont des morceaux d'information. Et ces frames vont toujours avoir la même structure. On va avoir deux parties. Une partie en tête qui va avoir une taille fixe de 9 octets et une partie ensuite payload qui va contenir le contenu associé à cette frame-là. Et il y a des frames de différents types. Dans cette partie en tête, on a plusieurs morceaux. On a 24 bits qui vont servir à représenter un entier qui représente la taille. Donc ça va être important parce que quand je vais recevoir après ma préface, ma première frame, je vais pouvoir lire les 24 premiers bits, ce qui va me permettre d'obtenir un entier et qui me permettra de connaître la taille de la partie payload qui sera en dessous. Ensuite, on va avoir 8 bits, donc un octet qui va permettre de représenter le type de la frame. Ensuite, on va avoir 8 bits qui vont permettre de représenter des différents drapeaux. On a ensuite un bit d'espacement et 31 bits qui vont permettre de représenter un identifiant. Et du coup, après notre partie préface, on va recevoir plein de frames comme ça, les unes à la suite des autres. Et ces frames, il existe différents types qui sont expliqués sur les spécifications. Alors dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nos pages web, il y a deux frames essentiellement qui vont nous intéresser. Ça va être la frame header qui va contenir les entêtes et la frame data qui va contenir des données. Donc les deux frames vont pouvoir être utilisés soit par le client, soit par le serveur pour envoyer la requête ou la réponse. La petite particularité, c'est que sur notre connexion, on va recevoir des frames de plusieurs fichiers différents. Et pour savoir à quel fichier va correspondre tel ou tel frame, on va utiliser le stream identifier qui va nous être envoyé. Alors je sais, ça peut paraître un petit peu compliqué, donc ce que je vous propose, c'est un petit exemple concret. Donc encore une fois, j'ai créé un petit serveur HTTP2 et ce serveur, je l'ai rendu très verbeux pour qu'il nous explique un petit peu ce qu'il reçoit et ce qu'il émet. Donc encore une fois, on a la petite bulle au début de notre requête qui marque le début de la connexion TCP. Ensuite, on reçoit une première partie qui est la préface, qui peut être traduite sous forme de texte sous ce format-là. Donc là, mon serveur sait que on est en train de communiquer en HTTP2. Ensuite, il reçoit une première frame qui est une frame de type settings. Donc c'est forcément la première frame qui est envoyée lors d'un échange HTTP2. Dans cette frame, on a un drapeau ACK et ensuite on a des petites entêtes qui permettent de par exemple dire qu'une frame a une taille maximale de cette taille-là. Notre serveur, lui, il va ensuite répondre à cette frame-là en envoyant lui aussi une frame de type settings avec un petit drapeau ACK à true. ACK, c'est le diminutif de acknowledgement. Ça permet de dire « Ok, j'ai reçu tes paramètres et je les accepte. » Ça veut dire que maintenant, on peut communiquer avec les mêmes paramètres. Ce qui pourrait aussi se passer, c'est que mon serveur pourrait envoyer des settings différents. Et dans ce cas-là, ça serait le client qui dirait « Ok, moi j'accepte tes nouveaux paramètres » ou qui en renverrait de nouveaux. Ensuite, on a une frame window update, j'en parlerai un petit peu plus tard, et surtout, on a une frame headers. Et on voit que cette frame, elle correspond au stream qui est l'ID numéro 3. À l'intérieur, on a des drapeaux qui permettent de savoir si, après par exemple ces entêtes-là, on va recevoir d'autres frames. Les entêtes pourraient être envoyées en plusieurs morceaux. Donc typiquement, ici on nous dit, cette frame de header, elle termine le stream et elle termine les entêtes.
Et à l'intérieur de cette frame, on va avoir toutes les informations concernant la requête. Donc on voit notamment qu'on a dans la partie en tête des choses un peu plus particulières qu'auparavant, comme par exemple la méthode, le chemin, qui vont être envoyés directement dans cette frame d'entête. Il est intéressant de noter que ces entêtes-là vont être compressées avec un système qui s'appelle hpack. Donc quand on reçoit une frame d'entête, on ne reçoit pas directement du texte dans la partie payload. On reçoit des données binaires qu'il va falloir décompresser à l'aide de ce système hpack. L'avantage, c'est que cette compression permet, si jamais il y a des entêtes qui sont répétées pendant cette connexion-là, de pouvoir les indexer. Et ça permet en fait de ne pas renvoyer à chaque fois toujours et encore les mêmes entêtes. Et ça permet, si on a 12 fichiers à échanger, d'optimiser vraiment cette partie-là. Suite à cette partie en-tête, mon serveur il détecte que cette en-tête marque la fin du stream. Ça veut dire que je peux commencer à répondre. Donc mon serveur va envoyer lui aussi une frame d'en-tête, sauf qu'il va dire ça ne termine pas le stream parce que moi je vais t'envoyer des données plus tard. Par contre cette frame-là elle termine les en-têtes. Et ensuite je te renvoie donc le statut et le type de contenu que tu attends. Après, je renvoie une autre frame sur toujours le stream 3 et je te dis, c'est cette frame-là qui marque la fin du stream, c'est une frame de type data et voilà les données. Je te renvoie la partie HTML. Là, on le voit, le navigateur va pas forcément fermer la connexion, contrairement à tout à l'heure. Il va directement continuer à renvoyer de nouvelles frames avec un stream identifier qui est différent pour indiquer que là, on est sur un autre fichier. Petite particularité, c'est que la connexion peut rester ouverte. C'est-à-dire que si je réactualise ma page, on va voir que le stream identifier va continuer à s'incrémenter. Donc la connexion peut rester ouverte pour les futurs chargements faits par le navigateur. Et on peut avoir un système de timeout qui décide au bout d'un moment de rompre la connexion. Alors un petit point au passage sur ce système de window update, ça ce sont des frames qui servent à contrôler le flux. Le problème que l'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir un client qui envoie des tonnes de données, mais un serveur qui est un petit peu lent à répondre. Donc les frames de window update permettent de dire voilà combien de données moi j'ai reçues et ou combien de données j'ai envoyées. Et ça permet au serveur et au client de se mettre d'accord sur une fréquence pour éviter que le client spamme trop le serveur ou inversement que le serveur envoie 3 tonnes de données qui ne sont pas reçues par le client. Ça permet de limiter la taille des frames que l'on va envoyer et c'est quelque chose qui sera en général pris en compte par les serveurs. Donc voilà pour l'HTTP2. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à l'HTTP1, l'avantage c'est qu'on va maintenir une seule connexion pour échanger plusieurs informations. Et en plus, on va avoir ce système de compression d'entête qui permet d'éviter de renvoyer toujours et encore les mêmes informations. Ce qui veut dire une chose importante, c'est que si sur votre site web, vous avez 12 fichiers JavaScript qui sont chargés, mis à part la partie en-tête qui est renvoyée à chaque fois, ça n'a pas forcément un impact significativement plus important que d'envoyer un gros fichier qui contiendrait le contenu des 12 choses. Parce qu'au sein d'une même connexion, on peut envoyer toutes ces informations-là. Voilà, c'est un petit détail, mais ça permet de comprendre l'avantage qui a été apporté par l'HTTP2. Alors là, vous vous dites, ok, mais l'HTTP2, c'est très bien, pourquoi on passerait à l'HTTP3? Alors il y a plusieurs problèmes. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, les usages ont encore une fois changé et on est pas mal sur nos téléphones portables où on bouge beaucoup. Et ce qui se passe, c'est qu'on change assez souvent de réseau et parfois on a aussi des réseaux qui sont instables. Le premier problème, c'est qu'une connexion TCP ne peut pas être maintenue si on change de réseau. Si notre IP change, la connexion est rompue et on doit passer à une nouvelle connexion. Ce qui est un petit peu embêtant si on est en déplacement et qu'on essaie de charger des pages. L'autre problème, c'est que si jamais une des frames que l'on reçoit est erronée, si jamais il y a un problème, on est un petit peu bloqué et on va être obligé de renvoyer une erreur, ce qui va complètement couper la connexion et on va devoir démarrer une toute nouvelle connexion. On n'est pas capable de gérer une frame qui plante au sein d'un système HTTP2. Donc c'est là que l'HTTP3 intervient. Et si vous avez trouvé l'HTTP2 compliqué, accrochez vos ceintures, c'est encore pire. Premier gros changement important, c'est qu'on change complètement de protocole. Là où l'HTTP1 et l'HTTP2 utilisaient le protocole TCP, le protocole qui est utilisé par l'HTTP3, c'est le protocole QUIC, qui est un protocole qui est développé à l'origine par Google, mais qui est un protocole qui a été aujourd'hui donné à l'IETF qui se charge de faire fonctionner Internet. Et la petite particularité, c'est que ce protocole QUIC, il se repose sur le protocole UDP. Alors ils ont choisi ça parce que ça permet de ne pas devoir mettre à jour tous les routeurs, tous les ordinateurs et tout. Tous les systèmes sont déjà habitués à recevoir du trafic en TCP ou en UDP. Donc en ayant un protocole qui est basé sur un protocole existant, ça permet de ne pas devoir changer tout le matériel. Alors l'UDP, c'est le diminutif de User Datagram Protocol. C'est un protocole qui est beaucoup plus simple que le TCP, qui consiste à envoyer des informations, et c'est tout.
En fait, la particularité, c'est que dans le cadre de l'UDP, on ne cherche pas à établir une connexion et on ne cherche pas non plus à savoir si nos paquets sont reçus. On envoie de la donnée à un serveur et puis voilà, peut-être c'est reçu, peut-être c'est pas reçu, on s'en fiche. Alors on peut se dire que c'est un peu bizarre comme protocole, mais en fait si vous faites par exemple du streaming vidéo, c'est un protocole qui est très bien parce qu'on n'a pas ce système de connexion à établir, on envoie des données et au pire, si jamais il manque une image, c'est pas grave, ça n'empêche pas complètement de voir le film. Donc c'est l'avantage de ce protocole-là, il est très bien pour du streaming à ce niveau-là. Donc la particularité, c'est que contrairement à l'HTTP2 qui avait ce système de frame et qui devait gérer aussi cette partie settings, cette partie window update pour le contrôle de flux, pour éviter de submerger le serveur, là, toute cette partie-là va être déportée dans le protocole. Donc la partie HTTP3 est un petit peu plus simple. Cependant, si vous voulez implémenter un serveur HTTP3, c'est plus compliqué parce que vous devez à la fois comprendre le protocole QUIC et être capable de le mettre en place, et ensuite en plus comprendre par-dessus les spécificités du protocole HTTP3, ce qui est pas du tout évident. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette partie QUIC, c'est elle qui se charge de vérifier l'intégrité des fichiers, c'est elle qui se charge de vérifier que les paquets sont bien envoyés et bien reçus, c'est aussi ce qui va se charger de la rejouabilité. Si jamais un paquet par exemple n'est pas reçu, c'est lui qui va se charger de le renvoyer, tout ça. Donc ça permet de déplacer la complexité ailleurs que dans le protocole HTTP3. Alors dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir de ce protocole au niveau de son fonctionnement, c'est qu'il va fonctionner avec des flux. Ces flux peuvent être unis ou bidirectionnels et leur origine peut avoir de l'importance. Donc on peut avoir un flux qui va être bidirectionnel qui est initialisé par le client, on peut avoir un flux unidirectionnel initialisé par le client ou un flux unidirectionnel initialisé par le serveur, donc ça va avoir une importance. Et au sein de ces flux-là, on va avoir un système de frame qui est un petit peu similaire au système HTTP2. Alors si on revient sur ce qui nous intéresse, le protocole HTTP3, il va initialiser 3 flux en parallèle. On va avoir un flux unidirectionnel initialisé par le client qui va permettre au client d'envoyer des settings. Et on va avoir un flux unidirectionnel généré par le serveur vers le client du coup, qui va permettre aussi d'envoyer ces settings. Ça, on va un peu le mettre de côté, ça ne nous intéresse pas trop pour l'échange de données. Et ensuite, on va avoir un flux bidirectionnel qui va permettre d'échanger des données entre le client et le serveur. Et c'est à ce niveau-là qu'on va avoir les entêtes et les données. Pour le coup, ça va fonctionner un petit peu comme l'HTTP2. On va avoir 2 frames particulières. On va avoir la frame de header et la frame de data qui va permettre de recevoir les données. Et ça va être échangé comme ça. Ensuite, le serveur va pouvoir répondre comme on le faisait auparavant, mais sauf qu'on va le faire ici sur le protocole QUIC. Donc encore une fois, je me suis créé ici un petit serveur HTTP3 pour vous présenter un petit peu comment ça va fonctionner. Donc si je remonte, on va avoir donc un flux UDP où des données vont être échangées, on n'a plus cette notion de connexion, et on va avoir un premier flux. Donc ça va être un flux bidirectionnel, et on va recevoir à l'intérieur de ce flux une frame qui va représenter les entêtes. Et ensuite, moi je vais répondre avec une frame d'entête et une frame de données. Et une fois que j'ai terminé, je ferme ce flux-là, pour dire on a fini cet échange-là. Et ensuite, le navigateur va démarrer un nouveau flux bidirectionnel, donc à chaque fois l'ID est incrémenté, et il va renvoyer les autres informations. Donc là, on voit notamment qu'il cherche à charger le fichier CSS, et moi je vais répondre. Et ensuite, il y a un autre flux qui est lancé, qui permet de charger l'icône. La petite particularité, c'est que chaque flux est indépendant. Si par exemple il y a un flux qui venait à être erroné, ce n'est pas problématique parce que ça ne va pas impacter les autres. Là où dans le cadre de l'HTTP2, dès qu'on perd une frame, tout est cassé. Là, si on perd une frame dans un flux, il suffit de rejouer cette frame dans ce flux-là en particulier. Et encore une fois, on a un système de compression pour les entêtes qui est un petit peu différent, ça s'appelle QPAC, qui est un système de compression qui permet de gérer le côté désordre des entêtes. Parce que contrairement au système d'HTTP2 où on savait qu'on allait recevoir les frames d'entête dans un certain ordre, dans le cadre de l'HTTP3, ce n'est pas garanti. Je peux recevoir l'entête de la favicon avant de recevoir l'entête du CSS. J'ai aucune garantie sur l'ordre dans lequel je vais recevoir les différentes frames pour les différents flux. Du coup, la version 3 de l'HTTP apporte cette gestion de réseaux qui sont chaotiques. Vu qu'on se base sur de l'UDP, on envoie des données et après, c'est le protocole QUIC qui va se charger un petit peu de rajouter toute la partie cohérence. Du coup, au niveau du fonctionnement HTTP3, c'est pas si différent du protocole HTTP2 au niveau du système de frame. En fait, la grosse particularité, c'est essentiellement géré par QUIC et c'est lui qui va se charger d'apporter toutes les nouveautés et la gestion d'un réseau qui est chaotique et qui peut perdre pas mal de données. Pour expliquer un petit peu plus en détail sur le fonctionnement, en fait ce qui va se passer dans QUIC, c'est qu'on va aussi avoir ce système de frame et en fait on va envoyer des paquets, donc le navigateur par exemple il envoie 5 ou 6 paquets et en fait le serveur va pouvoir envoyer une frame d'acknowledgement en disant voilà, moi j'ai compris tous ces paquets là, ce qui permet au navigateur par exemple de savoir que telle ou telle ressource est bien reçue.
Si au bout d'un certain temps, il voit qu'il n'a pas reçu un acknowledgement pour un certain paquet, ben, il sait qu'il va devoir renvoyer la frame en question pour que le serveur l'ait bien reçu. Et donc c'est le serveur qui doit un petit peu agencer tout ça. On le voit aussi, l'inconvénient au fur et à mesure des évolutions de l'HTTP, c'est que ce sont des protocoles qui sont devenus de plus en plus complexes. Ce qui veut dire que si vous passez de l'HTTP1 à l'HTTP2, il faut vous attendre à avoir une consommation processeur qui va être un petit peu plus importante. Et pareil, dans le cadre de l'HTTP3, ça va être un petit peu plus important aussi. Parce qu'il y a beaucoup plus de logique à opérer, et qui dit plus de logique à opérer, dit que forcément ça consomme un petit peu plus. L'autre assez gros inconvénient de l'HTTP3, c'est le fait d'utiliser un tout nouveau protocole. Parce qu'aujourd'hui, les serveurs et les pare-feux et tout ça, eh bien, ils sont déjà configurés pour bloquer le trafic qu'ils ne connaissent pas. Donc typiquement, ils savent que pour un serveur web, il faut autoriser le port 80 en TCP et le port 443 pour l'HTTPS en TCP aussi. Et il est possible que le port UDP soit bloqué. Ce qui fait que même si votre serveur supporte l'HTTP3, peut-être que votre réseau ne le supporte pas. Surtout que le port UDP, en général, on le laisse ouvert que pour la partie DNS et on a tendance à le fermer parce qu'il est très souvent utilisé pour le spam, vu qu'on peut envoyer des paquets sans forcément avoir de connexion au préalable. L'autre souci, c'est que les navigateurs ne peuvent pas découvrir tout seuls qu'un serveur supporte l'HTTP3. Et ils ont besoin pour cela d'une connexion initiale en HTTP2. Du coup, ce qui va se passer, c'est que le navigateur va d'abord essayer de faire une requête en HTTP1 ou en HTTP2. Dans la réponse qui est renvoyée par le serveur, dans les entêtes, on peut mettre une entête particulière qui va permettre d'indiquer qu'on supporte l'HTTP3 et sur quel port. Et ensuite, c'est le navigateur qui va décider, et là les règles sont un petit peu différentes d'un navigateur à l'autre, d'après mon expérimentation, et il va décider du coup d'utiliser ou non l'HTTP3. Ce qui veut dire une chose assez importante, on ne peut pas avoir un serveur qui ne fonctionne qu'en HTTP3. On sera obligé au moins d'avoir un HTTP1 ou 2 pour répondre à la première requête. Et enfin, ça nous amène au dernier point. En général, ce qu'on va vouloir faire lorsque l'on crée un serveur, c'est supporter les 3 itérations du protocole HTTP. Parce qu'on peut par exemple avoir de vieux périphériques qui ne comprennent pas l'HTTP2 ou qui n'en ont pas forcément besoin et qui du coup vont vouloir communiquer en HTTP1. L'avantage, c'est que les grands outils qui permettent de générer des serveurs, par exemple Nginx, Apache ou même Kadi, vont gérer cette version de protocole. Et c'est pas forcément à vous de vous intéresser en profondeur sur comment ça fonctionne. Je trouve que c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne pour comprendre l'impact que ça a. Maintenant, c'est vrai que si on regarde un site web, on peut choisir d'avoir plein de fichiers différents parce que finalement ils sont échangés par la même connexion. Dans le cadre de l'HTTP2 et dans le cadre de l'UDP, ça va être échangé sous forme de stream avec une compression des entêtes. Du coup, on n'a pas forcément un impact significatif en termes de performance à avoir plein de petits fichiers. Si ce n'est peut-être un impact côté serveur, évidemment. L'autre petit point, c'est que tout de suite, quand on voit un numéro de version changer, on se dit que mieux vaut migrer vers la dernière version. Mais si on prend le cadre de l'HTTP1, personnellement, je trouve qu'il est amplement suffisant pour des cas simples. Par exemple, si on prend une API que vous contactez que de temps en temps, essayer de mettre en place un système d'HTTP2, c'est complexifier l'échange pour pas grand-chose. Parce que finalement, vous allez faire, vous, une requête qui contient peu d'entêtes et vous n'allez pas forcément avoir besoin de charger plein de ressources à la fois. Donc faire ça en HTTP1, c'est amplement suffisant. Donc il faut faire attention et prendre en compte l'évolution de la complexité. Pour certains besoins, l'HTTP1 est amplement suffisant. Donc voilà pour cette petite vidéo pour vous présenter les différentes versions de l'HTTP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les différentes ressources que j'ai utilisées pour comprendre ces différents protocoles dans l'article associé à cette vidéo. Et je vous mettrai aussi en lien le code source de la partie serveur que j'ai créé en Go pour vous montrer les différents retours. Alors je tiens à le préciser, c'est pas du tout utilisable, c'est fait à l'arrache, mais l'idée c'était de mieux comprendre à travers cet exercice-là comment fonctionnent ces différents protocoles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses. Si vous avez d'autres choses que vous voulez voir un petit peu expliquées comme ça un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à poster un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!